Bonjour, Olivier Simonin de l'INP de Toulouse. J'ai une question très précise, enfin assez précise en fait. Je me demandais si vous aviez une vision sur ce point-là. Justement, en liaison avec les échanges que vous avez avec les patrons étrangers, là, j'aimerais comprendre déjà si... comment est-ce qu'ils voient le problème du financement? Parce que, bon, nous, quand on voit, on se compare avec nos collègues américains, on voit que les modes de financement des industriels, bon, il y a déjà tout ce qui est donation, qui n'existe pas. Et dans l'esprit même de nos anciens collègues français qui sont partis à l'étranger, ils gardent très bien l'idée que ça ne doit pas fonctionner comme ça en France. Alors peut-être qu'ils évoluent progressivement, mais bon, il s'avère que moi j'ai passé une partie de ma vie à EDF et on trouvait tout à fait normal de financer Stanford ou le MIT pour simplement être invité une fois par an pour aller écouter la bonne parole, et que vis-à-vis de nos collègues français, on n'aurait jamais imaginé de faire ce genre de choses. Anecdotiquement. Non, mais c'était une politique d'établissement. À côté de ça, justement, vous évoquiez tout à l'heure le problème de la propriété industrielle, qui peut être lié quand même de façon indirecte au mode de financement. Parce que quand on voit ce que veulent bien financer les industriels dans le cadre des partenariats avec les universités, ils ne financent quand même qu'une partie congrue de nos frais. Et donc, forcément, d'où des discussions sans fin, extrêmement dures, avec nos partenaires industriels comme Airbus ou autres, pour arriver à, dans le cadre des IRT ou autres, pour ne pas les évoquer, parce que le coût complet de la recherche n'est pas, ils sont même parlé d'ailleurs, enfin, d'après moi, quand je parle de coût complet, je parle de tous les coûts complets, c'est-à-dire avec tout ce qui est la reconnaissance du patrimoine, de l'apport, de l'environnement, etc., qui conduirait à des coûts qui sont 3 ou 4 fois ceux qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et ça, ils sont tout à fait prêts à les financer à l'étranger. J'ai l'impression qu'en France, ils se mettent très très rapidement dans le système financé État privé, et à ce moment-là, les contributions deviennent très faibles, mais ils s'étonnent après de ne pas avoir les facilités et la souplesse qu'ils peuvent avoir à l'étranger. Donc est-ce que c'est rédhibitoire? C'est-à-dire qu'en fait, nous ne sommes compétitifs que parce qu'on n'est pas cher, entre nous soit dit, d'où après les complexités de tous les mécanos économiques qui nous permettent de financer notre recherche, ou est-ce qu'ils envisageraient d'être dans des modes de financement qui soient plus légitimes, où ils disent que les Français... où ils n'imaginent pas. Voilà, c'est un peu ma question. Alors, je ne suis pas sûre de pouvoir répondre en général, mais je vais vous parler de 3 de mes expériences. Quand je dirigeais les ressources humaines de Danone et avant de celles de Dassault Systèmes, donc on travaillait avec des universités de partout dans le monde. Et donc on en finançait, etc. En fait, il ne faut pas croire qu'on finance les universités. On finance c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire on finance les universités parce qu'il y a des programmes sur lesquels on va pouvoir capitaliser en recherche, en innovation principalement. Et là-dessus, moi, ce qui m'a frappé, d'abord, une des choses qui marche quand même en France, et je veux dire après les bémols, c'est quand il y a des chaires. Parce que les chaires, c'est peu d'entreprises. Personne ne veut donner à un pot général où on ne sait pas ce qui va être fait. Ça intéresse personne. Enfin, c'est pas du mécénat, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais c'est pas du mécénat au Japon et aux États-Unis non plus. C'est de l'investissement. C'est pas du. Enfin, il y a des retours dessus. Enfin, c'est mécénat. Il y a les anciens étudiants, etc. Mais ça, c'est différent. C'est de l'acceptabilité sociale. Donc ça. Mais les chaires, il y a quand même un certain nombre de chaires qui marchent bien en France. En général, c'est peu d'entreprises. Et un des avantages, c'est que c'est des investissements sur 3 ou 5 ans. Et là, les montants commencent à augmenter un peu. Parce que l'entreprise, mais il y a des conditions précises, l'entreprise en a un retour en termes d'innovation significatif. Donc je pense qu'il faut... comment dire? C'est pas de oui, c'est pas de la subvention. C'est pas de la subvention. Il faut vraiment trouver un thème, etc., qui fait sens et où ça veut dire qu'une partie du travail qui va être fait va servir à l'entreprise. Il y a extrêmement peu d'entreprises qui financent des choses complètement à fond perdu. Enfin, moi, personnellement, je ne reconnais pas. Donc, ça doit exister. Mais alors, après, il y a des difficultés propres à l'université, honnêtement, que je trouve plus compliquées que même avec les grandes écoles. Et je ne compare pas avec l'international, où ailleurs, c'est beaucoup plus facile de faire des partenariats. Je vais vous partager une expérience. Il y a, en 2010, avec... 2 universitaires de Panthéon-Assas et
4 puis 40 collègues d'entreprise, on a créé un dispositif pour créer des masters de droit et gestion et pour créer une web TV qui s'appelle DMA, droit et management des affaires. Donc on voulait le faire, on était un certain nombre de dirigeants d'entreprise ayant un peu la fibre publique, voulaient le faire dans le secteur public, non, une web TV non marchande, d'ailleurs elle a 300 000 abonnés aujourd'hui, elle est non marchande. Donc moi j'ai fait la tournée de mes collègues pour dire qui est prêt à payer. On a trouvé des gens qui étaient prêts à mettre, pas des milliards, mais quand même de l'argent dans cette affaire. Je pense que l'énergie qu'on a passée, juste pour avoir le droit, avec cet argent-là, d'abord qu'il soit fléché, qu'il arrive sur le bon programme, ça a été une énergie folle. Ensuite, et ça c'est les universitaires qui l'ont fait cette bagarre, c'est pas nous, mais on constatait. Ensuite, pour que, avec cet argent, on ait le droit de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on ait le droit de payer un prestataire pour faire des vidéos, qu'on ait le droit d'embaucher des gens qui puissent s'en occuper quand ça a pris une grande ampleur. Je ne dis pas que c'est impossible. Je ne veux pas vous décourager parce que vous, c'est votre quotidien. Donc, je vous jure que c'est plus simple ailleurs. Voilà. Et ça, le parcours du combattant, ça décourage aussi pas mal les entreprises parce que du coup, c'est lent. C'est possible, il y a toujours une manière, mais avec beaucoup d'ingéniosité, comme on sait le faire. Et je pense que le fait... là, je partage à ce qu'ils se disaient hier. Si on a un cadre plus simple pour ces partenariats, et où du coup les entreprises soient un peu sûres d'arriver à avoir des résultats. Et puis, il faut régler... Voilà, et on peut aller sur des modes projets. On sait qu'on peut s'engager de part et d'autre sur 3 ans. Enfin, il y a plein d'exemples dans d'autres pays qui sont quand même beaucoup plus simples sur ces partenariats, leur forme. Et je pense que c'est quand même un des freins. Après, je pense qu'en France, on a tendance à demander toujours aux mêmes entreprises. CAC 40, ils sont que 40. Hein. Donc, je pense que, notamment, il y a des ETI, mais il y a aussi des entreprises étrangères qui sont en France et qui investissent dans ces sujets-là, mais pas toujours avec l'université. Je vais prendre comme exemple Cisco et SAP, qui chacun viennent d'annoncer 100 millions d'investissements dans la recherche et l'accompagnement des startups. Mais ils ne font pas avec l'université, mais ils viennent de mettre chacun 100 millions d'euros en France. C'est beaucoup d'argent, là. Alors, c'est beaucoup pour accompagner et repérer les startups, mais c'est pour aider l'innovation dans les startups. On n'arrive pas à croiser ces intérêts-là, aujourd'hui, je trouve. Donc je pense quand même qu'on a une marge d'amélioration qui ne dépend pas que de l'université, hein, elle dépend des entreprises autant que de l'université, mais où quelquefois on ne parle pas de la même chose. Et bizarrement, les gros projets avec des gros investisseurs, c'est presque parfois plus facile que le petit argent, parce que celui-là, il est avec des gens pour lesquels chaque euro compte, les autres aussi, mais ils sont dans une stratégie, eux, d'investir pour aller repérer, parce qu'ils ont bien perçu qu'il y avait des tas de talents en France sur le sujet, et donc ils veulent capter la matière première sur le sujet. Donc, mais c'est vrai que c'est des partenariats où il faut un peu simplifier l'ingénierie administrative ou réglementaire financière. Et deuxièmement, il faut accepter qu'il y aura de la création de valeur pour l'entreprise, comme il y en aura pour la recherche, et il y a une partie d'intersection commune. Je crois qu'il n'y a que là que ça marche, quoi. Mais les entreprises ne financeront pas des projets universitaires, au sens là. Purement universitaire. Les différentiels de coûts entre les pays. Voilà, parce qu'il y a quand même le quotidien pour recherche d'un côté. Oui. Et ça me surprend que ça n'a pas du tout été évoqué par vos industriels, là, qu'ils soient favorables, défavorables ou pas, j'en sais rien, mais que cet élément de coût de la recherche n'ait pas du tout été évoqué. Voilà. Alors là, je n'ai parlé que du groupe qui parlait du lien avec innovation, enfin enseignement et recherche. Mais évidemment, quand je dis le package innovation et attractif pour la France, France Innovation, le crédit d'impôt recherche est absolument publicité par les entreprises aussi bien françaises qu'étrangères. C'est un des éléments fondamentaux. Mais c'est talent, recherche publique, privée et le package que fait le crédit d'impôt recherche. C'est ce mix-là qui nous rend aussi attractifs. Je ne l'ai pas évoqué là parce que je n'étais pas sur pourquoi on est attirant en matière d'innovation, mais c'est évidemment un élément essentiel qui a modifié considérablement le fait qu'il y ait des programmes d'investissement long terme. C'est très précieux de le garder. C'est très très précieux. Oui.
Ça va marcher. Voilà, super. Ah, j'ai médit, je suis absolument désolé. Alain Béretz, président de l'Université de Strasbourg, merci pour cet exposé. Je ne veux pas rentrer dans un débat, mais je voudrais relever un désaccord et surtout élaborer sur ce désaccord. Un certain nombre de choses que vous avez dites, factuellement, je pense que je ne suis pas d'accord et je ne suis pas le seul dans la salle. Un, sur le classement de Shanghai, je pense que votre analyse est fausse. Et deux, sur un certain nombre des choses que des industriels vous ont dites, qui relève par certains moments soit de la caricature, soit du lieu commun. Ça ne veut pas dire que... Mais si dans les deux cas, vous l'avez dit et que les industriels l'ont dit, c'est qu'ils le pensent. Donc c'est bien ça. Donc on pourra après éventuellement discuter du fond, mais ce n'est pas l'objet de mon intervention. C'est plutôt de dire que est-ce que ça ne souligne pas qu'on est encore... Et on est là sur l'université dans les territoires. Et nous avons avant tout, nous, universitaires, on est là pour réfléchir à nous-mêmes un peu, un problème d'image. Si dans un... Et donc un problème de traitement de notre image et de la manière dont on la véhicule. Parce que si dans un cercle aussi distingué d'industriels tel que vous l'avez évoqué avant, ou vous-même avec votre expérience encore, des notions que je me permets de qualifier de fausses, c'est pas péjoratif et c'est pas agressif, mais je pense qu'elles ne sont pas justes, circulent, c'est qu'aussi, avant tout peut-être, que c'est la communauté universitaire en général qui n'a pas été capable, j'allais dire être plus grossier, de présenter correctement la réalité des faits au monde de l'économie. Vous pouvez préciser ce qui vous paraît le plus faux? Deux choses. Alors, le classement de Shanghai, disons techniquement, d'abord, son l'importance que vous lui accordez. Deux, vous avez parlé d'un biais du langage, c'est pas un problème. Pour les sciences qui sont évaluées par le classement de Shanghai, l'anglais est de toute façon incontournable, donc il n'y a aucun problème de langue. Il n'y a aucun problème non plus avec le CNRS, ce n'est pas vrai, c'est totalement réglé ce problème-là. Et sur les difficultés de valorisation, certes il y en a toujours, mais ça devient des histoires de chasse, et on pourrait vous en rétorquer autant du dogmatisme de certains départements, pays d'entreprises qui au contraire sont souvent beaucoup plus rigides que le CNRS ou l'université. Je ne suis pas là pour débattre de ça, mais je veux dire, à partir du moment où ces opinions-là circulent, je me retourne le problème en disant, j'attaque même pas le fait que vous ayez pu dire des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, c'est après tout, mais bien que si des opinions comme ça circulent encore dans des cercles aussi importants que celui que vous avez évoqué des 40 entreprises, c'est que nous avons du chemin à faire pour faire passer au moins notre opinion, après on est d'accord ou pas d'accord, ou disons les messages plus positifs que j'aimerais qu'on passe sur les universités. Je pense que je vous ai dit au début, je vais vous dire ce qu'ils disent. J'ai pas dit, voilà, c'est pas dire que je suis forcément que j'endosse tout ce qu'ils disent, loin de là. Enfin, loin de là, certaines choses oui, d'autres pas. Moi, ce qui me frappe dans ce qu'ils disent, il y a une part, il y en a qui connaissent bien, il y en a qui connaissent pas. Mais dans les deux cas, la perception, l'image, même fausse, c'est ce sur quoi on se bat toute la journée pour la France. Un cliché ou un stéréotype, ça fait autant de mal qu'une réalité. Hein. Donc, je pense aussi qu'ils pensent, donc parfois en connaissance de cause, parfois moins, parfois pas, mais qu'ils pensent surtout en comparaison. Et là, en comparaison, ils peuvent avoir autant de clichés sur les autres pays. Ça renforce votre point d'une certaine façon encore plus. Et finalement, ce qu'ils disent, c'est un mélange de... Oui, il y a beaucoup de talent, la qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche française est grande, et en même temps, comment ça marche, dès qu'on regarde, il y a trop de monde, ils ne sont pas coordonnés, c'est difficile, etc. Donc, en fait, il y a une contradiction apparente, enfin un contraste entre leur perception que le résultat est bon, mais que le processus est laborieux, si je le fais très court. Et je pense que même dans ce qui est faux, il y a une part de vrai, si je peux être provocante, au sens où eux, ils comparent avec pas plus de moyens ce qu'il y a dans les autres pays. Parce qu'ils sont tous à des postes internationaux. Hein. Ce n'est pas des gens qui sont en France tous les jours, donc ils n'ont pas forcément une vision très précise de la France, mais ils ont une vision comparative. Et je pense quand même qu'aujourd'hui, on est, et là je suis d'accord avec vous, on a un vrai sujet d'image, c'est il y a trois choses à la fois. Il y a une image qui est plutôt bonne, basée sur des acquis passés, mais qui ne garantit pas l'avenir. Il y a une réalité de terrain de ce qui bouge et qui est innovant, qui est mal connue.
Et il y a une perception de comparaison qui est, elle, par contre, plutôt pas trop en notre faveur. Enfin, en partie pas en notre faveur dans la manière dont c'est facile de faire des partenariats. Donc il y a un peu tout ça à la fois. Et donc moi je suis d'accord avec vous sur un point, c'est que ça pose la question de comment on parle de ça du point de vue, comment les entreprises en parlent, mais aussi comment l'université parle de ces partenariats. Alors je ne parle pas à l'échelle locale, parce qu'en général les partenariats sont très valorisés, sont connus dans le cercle des gens avec qui l'université travaille. Mais l'image générale, c'est un peu ça. Et là, c'était un échantillon de 60 dirigeants hier, mais j'en vois toute l'année et je ne vois pas de grosses différences dans ce qu'ils disent. Patrick Lévy, je préside l'université Joseph Fourier à Grenoble. Je voulais juste apporter un élément dans la suite de ce qu'Alain disait. Alors, d'abord, effectivement, c'est malgré tout assez dommageable pour nous que les dirigeants d'entreprise perçoivent encore ça comme ça. Mais pour essayer de le positiver, je voulais juste rapporter une petite expérience qu'on a faite. Bon, à Grenoble, comme dans plein d'autres endroits, on a une longue tradition de partenariat avec l'industrie. Oui. Et pour autant, dans la phase préparatoire de notre candidature à l'IDEX, on a auditionné de façon assez formelle toute une série de dirigeants d'entreprise. Ouais. Et on a été assez surpris du fait qu'au fond, ils avaient énormément de demandes pour, avoir d'une certaine façon une discussion assez ouverte, mais au fond un petit peu stratégique autour de la formation, ce qui n'était pas forcément notre perception, en tout cas. 2, qu'ils étaient très demandeurs, par exemple, d'avoir une espèce de guichet unique, entre guillemets, pour tout ce qui concerne les relations, au moins initiales. Après, évidemment, il y a des tas d'acteurs, mais entre l'industriel plutôt, et l'environnement de recherche pour résoudre telle ou telle question. Et 3, que même dans des champs sur lesquels on estime avoir vraiment une forte interpénétration, au fond, ils restent effectivement dans leur tête avec des modèles beaucoup plus élaborés. Par exemple, le Technion en Israël, ou par exemple un certain nombre de places aux États-Unis, où effectivement l'interpénétration entre le monde académique et le monde industriel est beaucoup plus forte. Et donc, effectivement, on a quand même, malgré tout, même si je partage évidemment l'analyse d'Alain, un très grand nombre de pas à faire pour à la fois communiquer sur ce qu'on fait positivement, aussi essayer d'améliorer un certain nombre de choses qu'on fait moins bien, et puis globalement, peut-être faire le bilan beaucoup plus fréquemment avec les industriels de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. En rebondissant sur ce que vous dites, je pense que d'abord, il y a les industriels avec qui vous travaillez déjà. Et puis, il y a ceux avec qui vous ne travaillez pas. Je pense qu'il y a une grosse différence. En général, ceux qui travaillent ont une image extrêmement positive, etc. Enfin, c'est rare qu'il y ait des échecs de collaboration. Enfin, je ne sais pas, en tout cas... on n'en entend pas parler. Donc, je pense que ceux qui sont dans l'équipe de cœur des partenariats sont souvent des gens qui ont... vous donniez l'exemple de Grenoble, de Lyon. Enfin, il y a des tas d'endroits où il y a des partenariats de long terme en plus. Et d'où la question de la confiance, d'avoir vérifié qu'ensemble ça produit de la valeur. Tout ça existe déjà. Plus des gens qui sont des anciens étudiants qui sont rentrés dans l'entreprise. Enfin bref. Donc, je pense que là, c'est vraiment les exemples qu'il faut mieux faire connaître. Parce qu'il n'y a rien qui convaincra plus qu'un exemple. C'est toujours la même histoire. Il n'y a rien de mieux que le storytelling s'il est réel. Sinon, c'est pire que tout. Et je pense que ça, si je peux me permettre, vous avez de la marge sur ce que vous pouvez mieux mettre en valeur qui existe. Après, je pense qu'il y a les entreprises qui connaissent moins, parce que c'est pas parce que dans un bassin d'emploi ou dans un territoire ou sur une filière, on a travaillé beaucoup, que toutes les entreprises du secteur le font. Et là, finalement, il ne faut pas savoir. Et puis le troisième point que vous évoquez, il rejoint un peu ce qu'il disait hier en disant, mais on aimerait bien pouvoir comité d'orientation qui est à la fois sur recherche et formation. Je n'ai pas tout développé ce qu'il disait hier. Il disait, mais est-ce qu'on est sûr que tous les métiers prennent l'impact du numérique suffisamment, toutes les filières, parce que en fait ça bouleverse tous les métiers. Dans l'entreprise, tout le monde est persuadé que tous les business models, toutes les manières de faire, tous les processus vont être impactés, s'ils ne le sont pas déjà. Donc par exemple, c'est une question qu'ils ont envie de débattre, parce que là, pour le coup, c'est l'alimentation de leur talent de demain. Donc c'est pas que la recherche qui les intéresse, c'est aussi l'éducation. Et je pense qu'ils sont très preneurs de ces lieux ou de ces moments.
Alors, est-ce que c'est un lieu permanent ou est-ce que c'est des moments tous les 3 ans? Bon, après ça, il n'y a certainement pas une seule méthode. Ça dépend vraiment de chaque université. Mais je pense qu'il y a vraiment une attente là-dessus qui est forte. Moi, je l'entends souvent quand même. Parce que, si vous voulez, les mécanismes d'instance nationale où on fait des choses sur les métiers, c'est nécessaire, mais ça reste un petit peu stratosphérique. Et en fait, ils sont quasiment plus intéressés. Puis ça, c'est plutôt le MEDEF que l'entreprise qui vient. Enfin, voilà. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas utile, c'est nécessaire. Mais je pense qu'il y a... et ça, c'est justement... On rejoint le sujet territorial. C'est beaucoup plus à l'échelle territoriale, avec des gens qui peuvent tous avoir une vocation internationale. Hein, ça n'empêche pas. Mais c'est plus à cet échelon-là que le dialogue risque d'être le plus riche. Alain Bonin, président de l'Université de Bourgogne, est-ce qu'à ce stade, vous pouvez déjà avoir des éléments pour dresser un bilan de l'apport des SAT dans l'écosystème de valorisation d'innovation? Je pense que c'est plutôt que j'ai envie de vous retourner la question. Parce que moi, j'ai pas d'éléments suffisamment... Enfin, je ne peux pas dire aujourd'hui comment... Enfin, à l'échelle nationale, je ne sais pas, qu'est-ce que... Vous observez quoi? Pour nous, sur le terrain, c'est un dispositif qui est encore récent, hein, mais on a l'impression que petit à petit, le système est en train de décoller, de créer du lien, mais avec un recul qui est un recul d'environ 18 mois, donc qui est encore, en tout cas pour la SAT Grand Est que je connais, qui est un recul qui est encore insuffisant pour vraiment tracer un bilan. Et donc l'idée était de savoir si vous, de votre côté, et avec le regard des entreprises avec lesquelles vous êtes en dialogue, vous avez une perception positive de ce que les SAT peuvent apporter dans le partenariat universitaire. Une des choses sur les modifications d'image, c'est super long. Hein. Avant, quand on se met à travailler différemment, que ça soit un impact visible, reconnu par tous, en gros, c'est plusieurs années. Hein. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas de feedback là-dessus, mais que c'est normal. Les gens perçoivent qu'il se passe des choses du côté de l'université, ça, il n'y a pas de doute. Mais plus concrètement... Éric Morin-Combe, directeur de l'INSA Lyon et président du groupe INSA. J'ai une petite question. Nous sommes sur un territoire et chacune des métropoles essaie d'être très attractive à l'international. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que vous avez un inventaire de ce que chaque site universitaire peut proposer pour attirer justement des investissements étrangers? Enfin, je pense que Invest in France fait partie de votre périmètre. On l'a englobé. Et comment est-ce qu'on peut vous aider à la fois pour tisser des liens éventuellement avec des relations des universités étrangères, mais surtout pour attirer des entreprises étrangères de venir sur nos territoires grâce au crédit impôt recherche. Il y a plein de mécanismes qui sont très attractifs pour des entreprises étrangères pour venir en France. Est-ce que vous avez une cartographie de tous les sites français? Comment est-ce que nous, chaque site aujourd'hui en France a une stratégie, a des points forts et essaye de mettre des choses en avant ou des thématiques en avant? Comment est-ce qu'on peut vous aider et comment, au niveau de la CPU, comment est-ce qu'on peut vous aider pour avoir une bonne offre d'attractivité que vous pouvez vendre aux sociétés étrangères qui veulent investir en Europe? Très bonne suggestion, je vais rebondir dessus. Juste avant, un chiffre. Il y a 20 000 entreprises étrangères en France, hein, qui correspondent à 2 millions d'emplois directs. L'emploi direct est un peu plus difficile à mesurer, mais donc c'est plus. Mais ce qui est mal connu, c'est que ces 20 000 entreprises étrangères représentent 30% de l'export français. Donc elles investissent en France pour réexporter vers l'Europe, l'Afrique, etc. Et ça c'est le chiffre qui m'a choqué quand je les ai découverts, 27% de la recherche des entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, 27% de la recherche faite par les entreprises, recherche, innovation, R&D, faite par les entreprises en France, ce sont le fait des entreprises étrangères en France. Parce qu'en fait, ils viennent justement... Et l'année dernière, 9% des investissements qui se font en France sont dans la R&D, ce qui est énorme en proportion. Et l'année dernière, ce chiffre a augmenté de 19%, enfin 19% des 9%. Donc, le sujet de la France comme terre de R&D et d'innovation, il est au cœur de la stratégie Invest in France, qui est une des branches de Business France.
par rapport à ça, le crédit d'impôt recherche, ça, on le vend toute la journée, c'est bien. Par contre, je pense qu'effectivement, ça serait très précieux, parce que nous, on profite de la bonne image que j'ai dit sur les talents et la recherche, et on la vend en général. Bon, mais c'est beaucoup plus efficace. D'ailleurs, on est en train de faire ça avec les régions aussi. Les régions, parce que chaque région vend comme son territoire comme si elle savait tout faire. Bon, c'est évident, extrêmement inefficace, même à 22 beaucoup, à 13 quand même. Donc on travaille avec eux pour présenter l'offre française par filière, en disant à chaque fois, voilà, il y a 5 régions sur l'aéronautique, puisqu'il n'y en a pas qu'une, etc. etc. Je pense que ça serait extrêmement précieux si nous, on avait une carte, effectivement, des pôles d'excellence, je ne sais pas quel est le bon terme, vous le saurez, qui permet d'incarner ce qu'on dit sur les talents toute la journée, avec des choses beaucoup plus tangibles et concrètes, en disant, c'est voilà, dans telle métropole, université, etc., dans tel domaine, et particulièrement. Donc ça aujourd'hui, nous, on n'a pas soit ça existe et on ne l'a pas, soit ça n'existe pas, et ça serait extrêmement précieux, parce que ça renforcerait le discours qu'on a sur les talents. On a toujours des exemples. Les exemples, j'en ai plein, j'en ai une vingtaine. Mais des exemples, c'est pas pareil qu'une cartographie. Une cartographie, c'est plus puissant. Donc je pense que votre idée est excellente, et moi, je suis très, très, très preneuse. Parce qu'on sait que c'est un élément d'attractivité. Donc, Après, il faut accepter que chacun ne dise pas qu'il est en excellence mondiale sur tout. Voilà, c'est toujours un petit peu le... Sinon, c'est pas crédible. T'as pas le micro, tiens, j'en profite. Comment? Non, mais Touré, président de l'Université d'Orléans, c'était pour élargir la remarque d'Alain. Je trouve qu'Alain, il est gentil, Alain Berès. Et ça... Tu dis ça pour une fois. Oui, je dis ça pour une fois. Parce que quelque part, ça a donné l'impression des gens qui veulent connaître la hauteur des immeubles et qui se mettent dans un avion. Il est clair que tout est plat. Non, C'est joli. Non mais après réflexion, on comprend. Si on comprend, mais il faut un quart de seconde quand même. C'est l'homme des images à la CPU. Après il faut quand même une seconde, et après on comprend, voilà. Et parce que aller comparer. Mais la Terre est plate pour de vrai. Non, donc, mais c'est que quelque part le système français est tel que les niveaux, les différences sont tels que il faut les regarder de l'intérieur ou pas. Et pour les voir d'en haut en les reconnaissant, il faut les connaître déjà. Il se trouve qu'on n'ose pas le dire. Supposons par hasard que l'ensemble des directeurs ou des PDG ou des personnes dont on parle soient issus de l'université. La question ne se poserait pas. Et donc, l'une des difficultés de l'histoire d'être dans l'avion pour voir que c'est plat, c'est parce que moi, je suppose que la majorité des gens qui vont regarder ce qu'il y a dans la richesse universitaire ne viennent pas de l'université. Donc, du coup, ça pose cette difficulté. Et le fait d'être de loin, c'est le fait qu'aux États-Unis, c'est l'ensemble qui est université. Déjà, la petite erreur par rapport au CNRS et autres, il y a cela. Donc il y a une certaine méconnaissance qui fait que je ne pense pas, moi, contrairement à Alain, qu'il faudrait que les bâtiments se mettent au même niveau pour qu'on puisse le comprendre. Ce n'est pas à nous de faire que l'attractivité se fasse. Je pense que c'est trop tard. Oui, mais... J'avais une question quand même derrière. C'était l'objectif de l'observation. Ça m'a échappé simplement. Parce qu'en fonction de l'objectif, on peut changer l'angle de vue. Et je n'ai pas saisi l'objectif au départ. L'objectif de quoi? L'objectif du rapport des 40 chefs d'entreprise sur 60 60, mais 60, peu importe. Bon. Alors, je reviens au premier point, parce que je suis d'accord et pas d'accord. Oui, si on parle intérieur de la France, et effectivement, le fait que... Enfin, vu de l'extérieur, qu'on ait des grandes écoles et universités, alors là, ça échappe complètement à la compréhension. Donc pour eux, tout ça, c'est la même chose. Hein. Quand ils disent l'enseignement, ils disent université pour dire l'ensemble, en fait. Mais en fait, oui, mais les gens viennent d'avion. C'est ça, je vais reprendre. Il faut savoir que sur les 1014 investissements étrangers qui sont arrivés l'année dernière, qu'on crée 30 000 emplois directs, ils vont en créer 50-60 000, et dont de la R&D, etc. Il y a 90% des cas, on était en compétition avec d'autres pays. Et les gens ne disent pas, je choisis la France, qu'est-ce que vous allez me proposer? Ils disent, j'hésite entre la France, l'Allemagne, UK, Singapour, je fais quoi? Donc c'est ça la réalité de tous les jours. Donc eux,
le problème, une fois qu'ils ont à atterrir, voici, c'est déjà gagné. On n'a plus qu'à dire où en France. Mais le plus gros boulot, c'est déjà, si j'ose dire, c'est détourner les avions d'Heathrow et de Francfort pour qu'ils viennent à Paris. Voir de l'intérieur. Voilà, non, mais je me mets dans l'image. Donc, de toute façon, ils auront une image en survol qui sera ce qu'elle sera. Et qui peut être prescriptrice ou pas de on explore plus avant. Par contre, moi, ce que je vois, c'est dès qu'on parle du langage sectoriel, métier et business, là, on est beaucoup plus convaincant. Bon, il y a des secteurs plus faciles parce qu'ils sont plus concentrés. L'aéronautique, c'est plus facile parce qu'on a un des 2 champions mondiaux et on a 2500 PME derrière, mais qui sont tirés sur une certaine image. Donc, et ils sont à 4-5 endroits clés en France, dont un principal. Donc, c'est un peu plus facile de rendre visible dans ces secteurs. Mais il y a des tas de secteurs où c'est dans toutes les régions, il y a des PME, des grands groupes, etc. Il y a de tout. Donc, de toute façon, et pour les talents, c'est pareil. Donc, de toute façon, il faut accepter que la première image est de toute façon une perception superficielle. Ils ne font pas une étude sur l'université française. Ils disent, est-ce que c'est un pays où il y a des talents ? Voilà. Et alors, le résultat de ce qui fait qu'ils pensent qu'il y a des talents, c'est une myriade de choses. Je pense que le fait qu'il y ait des étudiants étrangers en France, c'est très très important, et qu'on qu'on ait des partenariats avec des universités ailleurs, parce que ça contribue. Et après, il faut quand même montrer, c'est la preuve par l'exemple, il n'y a que ça qui marche, c'est de montrer des partenariats qui existent entre entreprises et universités, qu'on produit de la valeur, qui produisent du talent, qui produisent de la compétence. C'est ça qui convainc, mais il faut le montrer à grande échelle. Aujourd'hui, ça existe beaucoup, mais on a quelques exemples, on a quelques histoires. Je pense que si on le montrait à plus grande échelle, c'est grand. Alors, la réunion d'hier, c'est une réunion, on a plein de réunions avec des investisseurs. Une fois par an, on réunit des dirigeants qui ont la particularité d'être dirigeants mondiaux de quelque chose, mais d'être de nationalité française. Alors, la plupart d'entre eux ne vivent plus en France depuis longtemps, mais ils sont français et ils sont prêts à donner un avis pour aider, parce qu'ils ont gardé une fibre pour leur pays. Donc c'est un angle un peu particulier. Donc on les réunit pas, ça c'était un des 6 thèmes, on les réunit une fois par an et ils planchent sur qu'est-ce qu'on recommande pour améliorer la perception de l'image économique et l'attractivité de la France. Donc c'était dans ce cadre-là qu'ils faisaient ces remarques. Alors on peut trouver qu'elles sont superficielles et pas assez profondes. Oui, certainement. Ils voient de loin, ils voient d'avion. Mais notre but, c'est qu'ils atterrissent. Et pour atterrir, il faut quand même leur donner une première image qui soit à la fois complètement réelle, parce que bullshit, ça sert à rien, mais qui en même temps soit un petit peu en relief. Je vais reprendre votre image. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache dire des choses. Alors, dans certains secteurs, c'est plus facile que d'autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas super bon, et là ça rejoint ce que plusieurs d'entre eux, on n'est pas super bon sur cette valorisation. On valorise beaucoup l'excellence française, mais le mot excellence, et je pense qu'on a besoin de plus valoriser des choses plus opérationnelles, plus sectorielles, plus thématiques. Comment ? Une invitée à la réunion à chaque fois, un membre du bureau de la CPI par exemple, je sais pas, qui rigole, mais Oui, alors le thème, là cette année il y avait ce thème-là, l'année prochaine il n'y a pas forcément ce thème-là. Mais... Pascal Brochet, UTBM, Université de Technologie de Belfort-Montbéliard. Vous avez parlé de l'impact de l'accueil des étudiants étrangers en France, sur l'aspect vitrine de la France. Quel est l'impact des mobilités sortantes, c'est-à-dire des étudiants que nous envoyons à l'étranger dans des universités ou des entreprises? Alors, il y a un premier impact, pour moi, il y en a 3, dont 2 positifs et 1, on peut discuter. Il y a un premier impact positif. C'est évidemment, c'est une banalité, mais que nos étudiants, ils deviennent, ils sont dans le monde, ils comprennent des choses, ils ont un regard plus diversifié sur le plan culturel, sur les méthodes d'apprentissage, sur la réalité des pays, sur les technologies, sur le monde. Enfin bref, les voyages forment la jeunesse, ça reste toujours vrai. Donc ça me paraît... Moi, si on pouvait faire Erasmus pour tous, les profs et les étudiants, il faudrait le faire d'urgence, quoi. Je pense que c'est hyper... ils vivent dans leurs loisirs sur YouTube à l'international. Si dans l'enseignement, ils ne peuvent pas aller se confronter au monde, je pense que c'est un handicap. Enfin, aujourd'hui, c'est plus... est-ce que c'est bien ? C'est un handicap de ne pas le faire, quoi. Donc ça, c'est un premier aspect. Et donc, ça fait des gens beaucoup plus ouverts, riches... évidemment.
Ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est qu'ils sont quand même repérés comme bons. Ils contribuent à l'image que j'évoquais. Alors c'est très 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 vrai pour les ingénieurs, qu'ils soient issus de l'université des grandes écoles, au sens large du terme, qui ont une réputation excellente dans le monde. Ils se font d'ailleurs beaucoup embaucher. Qui ont une réputation justement parce qu'ils sont plutôt, c'est ce qu'on nous dit en permanence de comparaison, en moyenne, donc c'est idiot une moyenne, mais enfin, en tout cas perçus plus souvent comme plus conceptuels, donc pour les aspects théorisation, c'est super important, et plus disruptifs, plus innovants, rentrant moins dans les cases. Ça, c'est les deux choses qu'on nous dit tout le temps. Pour le meilleur et pour le pire, quelquefois c'est casse-pied, mais ça a des beaux côtés. Voilà. Donc ça contribue à la notoriété. Quand on dit l'enseignement est bon, c'est pas simplement en France, c'est qu'on constate dans ces étudiants-là. Après, l'inconvénient, c'est qu'effectivement, pas mal vont rester international. Plusieurs années, c'est bien. Si c'est pour la vie, c'est un peu dommage, quoi. S'ils changent de nationalité et qu'ils... Voilà, absolument. Non, moi, il faut qu'ils soient encore nationalité française, sinon je les invite pas. Alors après, il y a des évolutions intéressantes, parce que je vais reprendre le monde des startups que je connais assez bien. Il y a 4-5 000 startups maintenant en France. Il y a 5 ans, le désir de tout start-upper, c'était de se faire embaucher dans la Silicon Valley. Bon, ils sont quand même pas loin de 10 000. Et il y a des tas de postes importants, d'ailleurs. Bon. Aujourd'hui, il y en a qui continuent à faire ce rêve-là, il y en a qui continuent à vouloir vendre très très vite leur start-up, mais il y a un nouveau rêve qui est en train de monter à toute vitesse, et qu'on voit très bien dans la communauté French Tech, c'est je crée une entreprise qui est globale tout de suite, bien sûr, parce que sinon elle n'existera pas, mais j'ai le siège et la R&D en France, j'ai des actionnaires en partie en France, mais aux États-Unis, et qui en même temps m'ouvrent les marchés, jouent leur rôle de business angel, et j'ai un pied en Asie, alors qu'il y a Corée, Japon ou Chine, selon les cas, selon un peu le secteur. Ça, c'est l'espèce de modèle, et c'est vrai que des Criteo qui sont au Nasdaq, etc., maintenant font qu'il y a des jeunes start-upers, ou moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des gens on va dire qu'ils sont jeunes, mais pas des débutants, qui aujourd'hui osent rêver grand. Ce qui n'était pas tellement le cas. Ils pensaient qu'on pouvait faire petit, on faisait de l'innovation, on faisait le truc malin, ingénieux, puis on se vendait et que c'était le seul moyen de grandir. Là, il y en a qui commencent, parce qu'il y a les Criteo, les Weezing, etc. Enfin, il y en a une dizaine aujourd'hui qui sont en train d'avoir une vraie taille mondiale. Pas de niche, mais... et quand, au Consumer Electronics Show de Las Vegas en décembre, sur les 30 startups primées dans le monde, il y avait 10 françaises. Et que le président a dit l'événement de cette année, c'est la découverte des startups françaises, ça crée un effet de halo. Et là, on commence à avoir des effets. Donc ceux-là, nous, on en accompagne beaucoup à l'international pour les aider à prendre un pied en Asie et aux États-Unis. On fait tout pour qu'ils aient un pied là-bas et on essaye qu'ils n'en aient pas deux, quoi. Enfin, en gros, c'est un peu ça le débat. 0 pied, c'est une erreur. 2 pieds, c'est quand même un peu dommage. On a fait tout l'investissement. Le pays a fait tout l'investissement. L'éducation, c'est de l'investissement. Et donc, voilà. Mais cette génération-là, dans ce secteur-là, j'ai quand même assez bon espoir, avec un esprit entrepreneurial d'enfer et beaucoup de knowledge derrière. Beaucoup. On va... Une dernière question peut-être. Je vais peut-être déborder notre collègue. Parce qu'on arrive près de 18h, puis on va vous laisser vous reposer un peu. Puis Khaled me dit, attention, c'est bientôt 18h. Donc, je t'en prie. Oui, Frédéric Huglot, de l'Université de technologie de Compiègne. Je serais un petit peu provocant en disant, on a un peu l'impression d'être le village gaulois entouré des Romains, qui, eux, ont une vision internationale, et nous, Gaulois, universitaires, on est un peu dans notre village. Je dis ça, c'est parce que quand on regarde nos universités, elles sont certes françaises, mais d'un autre côté, de par les étudiants, la mobilité sortante et entrante, on est forcément baigné par l'international. Et puis, la deuxième chose, on a aussi des programmes internationaux, des programmes de recherche, on a des implantations à l'étranger. Donc, Eric parlait aussi, je dirais, de l'INSA au Maroc. Donc, petit à petit, très clairement, dans notre présentation, il y a un certain nombre d'éléments de valorisation
notre dimension internationale qui sont parfaitement compréhensibles des entreprises et des pays étrangers, bien au-delà de la partie mobilité entrante et sortante. Et ça, c'est un point qui n'est pas toujours évoqué. Aussi, comme le thème, c'est université et territoire, très clairement, nous, à Compiègne, on a très fortement contribué à l'implantation de centres de recherche internationaux. Et là, on est en amont dans la prospection avec les collectivités, les agences ad hoc. On valorise la dimension internationale en disant même si vous allez au fin fond, entre guillemets, de la Picardie, vous aurez quand même une ouverture internationale avec l'université à proximité, des possibilités de collaboration. Puis après, il y a aussi toute la mobilisation territoriale parce que faire venir, créer une implantation à l'étranger se pose des problèmes très concrets de logement, d'éducation des enfants, de travail du conjoint, etc. Et c'est là où l'université, avec ses relais territoriaux, représente un très très fort atout pour les territoires, pour attirer ou pour valoriser le territoire dans l'implantation d'entités, notamment internationales, de par l'ouverture internationale des universités, sans compter tous nos enseignants-chercheurs qui, même s'ils sont... Moi, je suis toujours impressionné quand je regarde le pédigré d'enseignants-chercheurs. Bon nombre d'enseignants-chercheurs ont passé quelques années aux États-Unis, au Japon, etc. Et donc, ça constitue des pépites de promotion ou d'interaction avec, en termes de promotion du territoire et de l'attractivité, parce qu'ils ont, eux, en interne, on a vraiment des enseignants-chercheurs qui ont une véritable dimension internationale, qui ont une capacité à discuter sciences et technologies et autres sujets avec des homologues. Et ça, c'est vraiment des outils, comme le disait Eric, qu'on peut mettre en avant, qui peuvent, je dirais, valoriser l'université française, non pas au travers de sa structure, mais de sa capacité à accompagner des implantations ou des développements à l'international, quoi. Sans compter que, je parlais des implantations étrangères, nous, très clairement, dans nos réflexions, on prend en compte les enjeux industriels à l'extérieur pour discuter de nos éventuels partenariats académiques et scientifiques. Il ne s'agit pas simplement de rester entre nous au niveau international et se dire est-ce que ça a aussi du sens d'un point de vue industriel de travailler avec une université à Valparaiso, sachant que ça va pouvoir conforter au niveau partenariat industriel un partenariat qu'on a en France parce que l'entreprise française a justement une filiale au Chili, etc. etc. quoi. Alors, tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je pense, risque d'être désagréable, que toutes les universités n'ont pas mis ça dans la même ampleur au cœur de leur stratégie. Voilà. Donc, d'abord, il y a des effets de discipline quand même qui jouent, parce qu'il y a des secteurs plus évidents que d'autres, et ça, c'est normal. Enfin, je veux dire, et je pense que on est revenu plusieurs fois sur la perception. Parce qu'en fait, c'est surtout un écart entre la perception et la réalité là qu'on est en train d'essayer de mesurer ensemble. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez... Moi, je connais plein de partenariats de ce type-là qui existent, qui sont très qualitatifs. Ils ne sont pas très visibles. Ils sont très visibles pour les gens impliqués dans le partenariat. Extrêmement visibles. Et c'est pour ça que je dis, il n'y a pas d'échec. Enfin, ils sont réputés, ils grandissent, ils sont dans le long terme et tout. Mais je pense que... à l'échelle du site France, ça c'est assez peu, et ça rejoint la question du président de l'INSA. Je trouve que c'est pas extrêmement visible, cet foisonnement de partenariats très fort qui existe. Après, je pense qu'il y a une question quand même, et là je me permets d'interpeller quand même, parce que le monde change vite, d'échelle et d'accélération. Sur le plan qualitatif, on a des partenariats, je pense, extraordinaires. Je pense qu'aujourd'hui, je vais prendre mon exemple, peut-être très déformé par mon expérience de présidente du conseil d'administration AgroParisTech. Il y avait énormément de doctorants étrangers, donc pépites, et un partenariat avec l'INRA et des actions de développement international. Donc tout ça existait. Mais quand plusieurs ministres de pays étrangers qui ont entendu parler de ça, dont le ministre de l'Agriculture chinois et quelques autres, viennent et disent « mais nous, on est prêts à monter... » faire des collaborations à plus grande échelle. Je ne dis pas qu'il faut le faire à plus grande échelle systématiquement que les Chinois, c'est un autre débat. Mais je prends juste ça comme exemple parce que j'ai vécu il y a quelques mois. Et là, tout d'un coup, on ne sait pas changer d'échelle. Et je ne dis pas que c'est facile de le faire. Et donc, je pense que comme le monde est de plus en plus interpénétré, comment on arrive d'une part à valoriser, à mieux faire savoir cette dynamique-là,
parce qu'il y a toujours un retard entre l'image et la réalité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de partenariats, mais ils ne sont pas toujours visibles à une échelle autre que les acteurs directement impliqués. Et deuxièmement, c'est quoi l'effet d'accélérateur? Enfin, en gros, dans vos stratégies des présidents d'université, de vos conseils, c'est marginal, c'est central, c'est une piste d'avenir, c'est l'affaire de quelques départements, ça implique tout le monde. Vous voyez, ça, je n'ai pas la réponse à cette question, mais c'est une question que j'ai envie de vous poser. Genre là, à ce stade-là, on me sort. Non, on ne va pas la laisser retomber, mais je laisse mes collègues. L'échelle d'une stratégie, elle est liée aussi à des moyens. Hein. Oui, tout à fait. Et on va déjà commencer par là. Non, mais on est d'accord. Moi, je suis prêt à me mobiliser avec mon université pour envoyer et pour travailler beaucoup sur la formation d'ingénieurs, de juristes. Enfin, je suis sciences sociales, moi, ouais, avec la commu. Moi aussi. Mais enfin, pour y aller, encore une fois, il faut des moyens. Et ces moyens sont à la fois pas toujours obtenus, même si on ne se situe pas du tout sous le robinet. Je crois que ce n'est pas l'idée de beaucoup d'universitaires français. Aujourd'hui, on n'a pas envie de mendier nos finances. Il y a une vraie nécessité à financer l'innovation. Et puis, par ailleurs, elles se mobilisent et elles vont travailler justement avec les entreprises. Mais il n'empêche qu'encore une fois, il faut des moyens. Et dans la construction même de ces moyens, parfois, on revient à la question des problèmes administratifs et d'une certaine capacité à pouvoir le faire avec un peu d'autonomie. Et avec un pari qui ne soit pas un pari lié à la conjoncture économique non plus. On ne peut pas, nous, dans notre situation, fonctionner justement, se dire qu'aujourd'hui on devient un acteur, une espèce d'entreprise, entre guillemets, je dis ça parce que je pourrais choquer. Oui, mais on a des personnels, on a des contraintes importantes, on a une masse salariale qui est contrôlée en plus, et on ne peut pas la mettre en situation d'être, comment dirais-je, mobilisée à une certaine ampleur, conjoncturellement. On ne peut pas se mettre sur le marché, nous, littéralement. On est quand même argent public, et dans un cadre très contrôlé sur l'argent public. Bon, c'est une forme de réponse. Personne ne répondait, donc j'ai essayé d'en faire une. On va conclure. Je vous remercie. Je pourrais faire une synthèse, mais il est 18h et Khaled me regarde avec des yeux de plus en plus sévères. Donc, non, je plaisante. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles qui ont été évoquées. La question de la relation aux entreprises, de comment vous êtes perçu. Deux mots quand même, je crois que c'est variable déjà. D'une entreprise à une autre, ça dépend des relations qu'on a. Je pense aussi qu'il ne faut pas oublier qu'on peut choisir l'entreprise avec laquelle on travaille et qu'on n'est pas obligé de se dire je pars avec ma valise et je veux travailler avec toutes les entreprises du monde. D'abord, en général, ça se passe quand même comme ça. C'est plutôt des entreprises avec lesquelles on crée des liens, avec qui il est possible de travailler. Il y a sans doute besoin aussi d'avoir une vraie prise de conscience de qui l'on est, de la valeur et du rôle que l'on a. Alors peut-être moins chez les écoles d'ingénieurs, peut-être moins dans les universités très scientifiques, techniques. Moi, je trouve que c'est encore assez prégnant dans l'université de sciences humaines, parfois. Je vais vous donner un exemple pour rebondir sur les coûts complets tout à l'heure que j'ai entendu de la recherche. Dans les universités de sciences sociales, souvent les composantes ont géré la formation continue, ce qui est pas mal d'ailleurs. On ne peut pas, quand on est président, former des présidents d'université, mais on peut quand même essayer de la diriger, de la contrôler. Moi, j'ai été stupéfait lorsque j'ai essayé de faire cette action chez moi, qui est l'université de sciences sociales, plus qu'essayer, puisqu'on s'y est beaucoup collé, de voir que les composantes étaient incapables de situer le coût d'une formation continue, et parfois même proposer des coûts, mais absolument ridicules, où pour les convaincre, je leur ai dit, mais là, vous êtes dans une situation en coût complet, mais en coût complet où tu l'entendais tout à l'heure, c'est-à-dire les salles, ceci, cela, où vous êtes sur une formation continue. Et moi, si le ministère apprend ça, je me fais tuer demain matin, parce qu'on va me dire que j'ai de l'argent public pour financer la formation continue, ce qui est quand même un summum. Mais on en est quand même... Et je ne dirais pas qui, pour ne pas fâcher, si jamais quelqu'un le répète à un de mes directeurs de composantes, mais dans des composantes très axées sur les milieux économiques, et qui étaient sur des déficits en termes de... Ou alors là aussi, l'université n'est pas gratuite, il faut qu'on le fasse savoir. Et il faudrait aussi qu'au plus haut niveau, on le fasse savoir. Je me suis parfois irrité dans des relations récentes à l'international. On nous disait qu'il fallait que nos relations avec certains pays soient très associées au fait qu'on est rentable parce qu'on n'est pas cher. Alors oui, ça peut être un aussi. Je l'ai vécu sur le Mexique, je peux vous dire. On a eu de longues discussions là sur cette question en disant on est rentable, on n'est pas cher, mais je ne vois pas pourquoi on ferait gratuit quand d'autres, l'Angleterre par exemple, annonce des coûts de formation dans certains domaines, même la recherche, de 15 000 €. Et nous, on nous dit il faut imposer un système où vraiment c'est quelque chose qui me surprenait beaucoup. Non, on a une valeur, elle se vend aussi, il faut simplement l'estimer au prix qu'elle coûte, au prix d'un marché. Et puis une dernière petite chose, alors qui n'est pas du tout une provocation, la CPU, les universités travaillent beaucoup dans l'idée de pouvoir être associé aux stratégies nationales, notamment à l'international. C'était pas si évident que ça.
jusqu'à un passé relativement récent, où quand on nous invitait, en général, c'était pour parler des flux d'étudiants. Alors, je ne parle pas de situations individuelles où chacun travaille à l'international et peut avoir des relations fortes, hein, mais à l'échelon plus national, c'était comme ça. Vous nous avez fait 2 demandes, je les ai bien notées. Et moi, pour reprendre ce que nous disait notre ami Touré tout à l'heure, oui, il faudrait nous inviter même à certaines réunions où on puisse travailler sur la stratégie, sur ce qu'on est, ce qu'on y fait. On n'est pas les meilleurs pour en parler peut-être, mais on peut en dire des choses. J'ai une proposition tout de suite. Je préside le comité de promotion de l'attractivité de la France, où on essaie de voir comment on valorise la France à l'international. Et donc, il y a aussi bien Atout France, Campus France, évidemment les ministères concernés, etc. Et ben, moi, je propose d'inviter, comme c'est moi qui préside, je suis assez libre sur la composition. Donc, s'il y a quelqu'un de la CPU qui veut... on se réunit 4 fois par an, mais on fait des choses très concrètes. Et notamment, on voit quels instruments de valorisation on a. Et donc, ça serait intéressant que, du coup, on puisse, dans ce cadre-là, se dire dans l'ensemble du champ, qu'est-ce qu'on fait pour valoriser les universités françaises à l'étranger. Encore une fois, ça nous sert dans l'attractivité. Donc, moi, ça rentre dans le champ. Donc, je suis tout à fait ouverte à ça. J'ai regardé le bureau, parce que je suis très soumis au bureau, Oui, vous avez compris. Il a validé d'un hochement de tête, donc on ira au comité avec grand plaisir. Et après, on dit que les circuits de décision sont longs dans l'université. Ah ben alors, c'est des mauvaises langues. C'est des mauvaises langues. Un clin d'œil, ça suffit. Et ça a été confirmé par un autre collègue aussi. Non, mais ça, c'est une bonne... conseil d'administration. Vous pouvez pas savoir. Vous avez 12 clins d'œil qu'on dit oui, on y va. Non, mais c'est bien, c'est bien. Bon, maintenant, il va falloir dire... C'est une plaisanterie ce que je vais vous dire. Maintenant, on va dire, bon, qui va s'y coller quand même? Oui, ça, vous me direz. Non, je plaisante. Non, on sera avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous.